Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. On va commencer par un petit retour vers le futur avant de parler de tout ce qui est architecture, de sécurité et de gouvernance. Prenons juste une minute pour regarder où sommes-nous aujourd'hui dans l'adoption et les différentes initiatives autour de l'IA. Donc il y a encore 2 ans, on parlait principalement des solutions de type ChatGPT qu'on a regardé un petit peu sur toutes les télés et toutes les chaînes, accompagnées bien sûr de toutes les initiatives autour des chatbots. Ensuite sont arrivés les copilotes qui nous ont aidés, qui ont été intégrés à nos outils bureautiques pour tout ce qui est synthèse, voice to speech, speech to text et ainsi de suite. Les premiers projets RAG, pour ceux qui ont eu la chance de travailler sur des bases vectorielles et des projets RAG, et puis qui nous permettaient à l'époque de connecter les premiers modèles auxquels on avait accès aux données de l'entreprise. Et puis aujourd'hui, on parle d'agents, des agents qui sont en capacité d'agir, mais pas que, de réfléchir et prendre des décisions. Demain, fort probablement, on aura toute une armée d'agents qui seraient en capacité d'orchestrer un certain nombre de processus métiers et qui seraient aussi en capacité d'agir sur l'ensemble des briques ici. Au début, il y a quelques années, on a connu un fonctionnement assez similaire. C'est autour des API. On a connu l'arrivée, en passant des technologies d'époque, Jacques Sirès et compagnie, en allant des architectures orientées services, les SOA, et ensuite les API, les plateformes API. On a commencé par construire un tas d'API, des dizaines, des centaines, et puis des milliers. Mais on a un petit peu oublié quelque chose d'indispensable, qui c'est comment les gouverner. Il nous a fallu quand même quelques années pour apprendre à gouverner tout ce parc d'API, tous ces produits API. Et avec l'IA, nous sommes exactement au même moment. On est exactement à cette époque où les modèles sont là, la technologie existe, les modèles sont accessibles, les cas d'usage sont déjà identifiés par les différents silos business et par les DSI. Les agents arrivent, il y a plusieurs initiatives un peu éparpillées au sein de l'entreprise là-dessus. Et la vraie question, à notre sens, n'est plus comment faire de l'IA, comment adopter l'IA, comment créer ces initiatives de l'IA, mais plutôt la vraie question, c'est comment garder le contrôle sur ces agents-là et comment on serait en capacité de passer à l'échelle. C'est justement la question que nous allons aborder maintenant. Donc, bien évidemment, cette question, elle est passionnante, technologiquement passionnante, mais il pose une question très simple. Si demain, les agents deviennent les acteurs effectifs et réels à part entière dans notre système d'information, quelle fondation pesons-nous tous ici pour les contrôler, pour savoir exactement ce qui se passe dans la chaîne de décision autour de ces agents-là? Quel agent construire? À quelles données aurait-il accès? Quels sont les modèles qu'il va potentiellement utiliser? Et quel processus métier exactement qu'on va augmenter à travers ces agents-là? Pourtant, les premières questions qu'on se pose aujourd'hui quand on parle des initiatives IA ou des projets IA, j'ai du mal à parler encore de projets IA aujourd'hui, puisque voilà, je parle plutôt d'initiatives, excusez-moi le terme. On n'est pas encore passé à l'échelle, donc tant que ce n'est pas encore fait, je ne parlerai pas encore de plateforme ni de projet IA. Donc les initiatives IA ou les initiatives d'IA agentiques qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont nos produits autour des plateformes de demain, un agent c'est un produit, ils sont plutôt sur quel modèle allons-nous utiliser, quel processus, quelle équipe va porter l'initiative et ainsi de suite. Alors que la vraie question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est comment garder la visibilité, la traçabilité, la capacité d'auditer cette chaîne de décision depuis le fameux prompt
en passant par les différentes interactions avec les différents composants de système, jusqu'à la décision prise et ensuite la partie purement opérationnelle qui nous intéresse aujourd'hui. Avant l'API, un produit API faisait écrire ou lire dans une base de données, hein, pour simplifier un petit peu les choses. Demain, un agent pourrait démarrer tout un processus métier pour, que sais-je, une adhésion, un désabonnement, une facturation qui n'est pas censée arriver. Donc le sujet à ce moment-là devient un peu moins technologique, à notre sens, mais plutôt autour de la gouvernance. Et comme les API, le cloud, les plateformes data, les organisations qui réussiront à notre sens ne seront pas forcément celles qui mettront en place un max d'agents et une plateforme avec un max de modèles là-dessus, mais plutôt les organisations qui seront en capacité de poser les briques technologiques pour garantir un socle de gouvernance maîtrisé, encore une fois, à travers toute la chaîne de décision de l'agentique. Et c'est précisément à ce moment-là qu'intervient l'EI Gateway, un peu notre sujet aujourd'hui, et j'aimerais bien passer la parole à Ajar, qui va nous expliquer tous les patterns que cet EI Gateway va nous proposer. Alors, bonjour tout le monde. Moi, avant de commencer à expliquer l'architecture de la AI Gateway et répondre à la question où se situe dans notre architecture, j'aimerais bien commencer par vous poser une question. Aujourd'hui, je veux savoir combien de personnes parmi vous utilisent une application en production qui fait appel à un LLM. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lever la main ? Ok. Du coup, la deuxième question, ça sera, est-ce que, pour ces personnes-là, est-ce que vous savez combien ça coûte, quel type de données transitent et quelles sont les personnes qui ont accès à ces applications ? Alors, justement, c'est ça la problématique à laquelle on va répondre aujourd'hui. Donc, généralement, en entreprise, on aura le premier socle qui est nos applications consommateurs. Donc, ça sera principalement nos applications métiers, les copilotes qu'on a commencé à intégrer aujourd'hui en entreprise, on a commencé à intégrer dans notre quotidien. Donc, après, on aura la troisième partie qui sont les agents. Après, toutes ces applications-là, ils vont faire appel à des back-ends. Et quand on parle back-end, c'est généralement, la première chose, c'est les LLM, ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles. La deuxième chose, c'est les MCP serveurs. Donc, les MCP serveurs, généralement, ils exposent des outils pour l'utilisation des agents. Et on a les briques qui sont classiques, tout ce qui est API, data platform, etc. Donc aujourd'hui, la AI Gateway se positionne au milieu. Donc ça sera notre point d'entrée de tous les appels en fait externes. Et ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement la AI Gateway, c'est votre APIM. En fait, on ne change pas. La seule chose qui change, c'est le contexte. Donc maintenant, le contexte, on parle plus contexte intelligence artificielle. Donc cette AI Gateway, il nous permet en fait de centraliser la première chose qui est la gouvernance, qui a le droit d'appliquer, etc. Le deuxième point, c'est la partie FinOps. Et en fait, aujourd'hui, la partie FinOps, c'est un sujet d'actualité. Vu l'explosion en fait, des consommations des tokens, aujourd'hui, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont en fait, limité leurs factures et leur abonnement par rapport au LLM. Donc, en fait, le coût unitaire de token, c'est pas le coût unitaire qui est cher, mais plutôt la complexité des modèles qui consomment beaucoup plus de tokens aujourd'hui. Et du coup, ça fait exploser les factures. Et le troisième point, on a ce qu'on appelle le contrôle. C'est généralement, on parle de routage LLM, on parle de toute la partie observabilité et audit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on doit avoir une seule porte d'entrée pour gouverner tous les usages IA. Et ça, c'est notre AI Gateway. Passons maintenant à l'un des points les plus importants ou les features les plus importantes données par la AI Gateway, ce qui est le routage des modèles. Donc aujourd'hui, dans des utilisations très classiques, on a une application, il est routé directement vers un seul modèle.
Donc, le jour où votre modèle ne tourne pas, automatiquement, votre application ne va pas marcher. Donc, là, il y a un couplage fort entre l'application et les modèles. Et ça, en fait, c'est problématique. Donc, c'est pour ça que la AI Gateway, c'est un point très important parce qu'elle est venue, en fait, éliminer ce couplage. Et du coup, il nous a mis en place des stratégies de routage qu'on doit mettre en place pour afin de garantir une bonne utilisation des modèles. Donc, parmi les stratégies de routage, on a la première chose, la disponibilité. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut voir la AI Gateway comme il faut faire l'analogie de la AI Gateway avec l'API Management. Donc ça, ce sont des features qui sont très classiques qu'on connaît sur l'API Management, qui est tout ce qui est fallback, tout ce qui est définition des pools, tout ce qui est policies de retry, etc. Donc ça, c'est par rapport au point de disponibilité. Le deuxième point, c'est la sensibilité de données. Et là, on touche aussi un point très important qui est la sécurité. Donc, demain, on aura affaire à un agent qui va, par exemple, manager ou utiliser de la donnée sensible. Je dis n'importe quoi, par exemple, des données utilisateurs. Et ça, en fait, on ne peut pas exposer ces données-là à travers des LLM qui sont des LLM externes. Donc, il faut router vers des LLM qui sont on-premise, donc ils sont déployés on-premise, ou bien ce qu'on appelle les LLM souverains. Il y a aussi la troisième histoire qui est en fait les données qui sont régulées RGPD. Donc ça aussi, il ne faut pas router vers n'importe quel modèle déployé n'importe où, mais plutôt vers des modèles qui sont déployés par exemple en France. Et le dernier point qu'on a vu tout à l'heure, qui est le coût. En fait, pour le coup, le choix du modèle dépend aussi des use cases. En fait, il y a des use cases où juste un petit modèle, il peut faire l'affaire. Et ça, c'est un point qu'on va voir plus en détail dans la prochaine slide. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que aujourd'hui, les applications ne doivent plus connaître les modèles. Tous les modèles, les configs, ils doivent être faits au sein de la AI Gateway. On n'a plus à mettre des clés dans des fichiers config de vos applications, mais finalement, généralement, c'est la AI Gateway qui se charge de ça. Maintenant, passons à la partie de maîtrise de coûts. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, le coût de l'IA, ça devient un sujet d'actualité. Il y a même un sujet où on dit, finalement, est-ce qu'un agent va nous coûter plus cher qu'un humain? Donc, pour les gens qui ont peur par rapport à leur poste, je pense que c'est encore loin. Vous avez encore du temps. Et si aujourd'hui on fait un sondage par rapport aux tâches régulières qu'on utilise, dans lesquelles on utilise les modèles, ça sera généralement des tâches assez simples, comme par exemple questions-réponses, tout ce qui est chatbot, reformulation, classification. Et aujourd'hui, ces tâches-là, on n'aura pas vraiment besoin d'un modèle très complexe qui va répondre à ces besoins-là. Juste un petit modèle, il peut faire l'affaire. Donc, un mini GPT qui ne consomme pas beaucoup de tokens, ça serait mieux. Donc ça, c'est une stratégie aussi de routage et de choix de modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces choix-là, généralement, ils sont faits par les architectes aujourd'hui. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ce qu'on appelle le routage intelligent, mais aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un provider, ça veut dire un APIM qui fait le routage intelligent. Ça veut dire juste en se basant de l'intention, en fait, il route vers le bon modèle. Donc tout ça, ce sont des stratégies ou bien des policies statiques qu'on définit au sein de la AI Gateway. Par la suite, on a bien sûr des tâches qui ont besoin plus de contexte, résumé, traduction, analyse, synthèse, etc. Et vers la fin, pour les tâches qui sont beaucoup plus complexes, comme le code review, etc., ça, on peut utiliser bien sûr des modèles qui sont plus chers. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le routage du modèle, ce n'est plus juste un choix technique, mais aussi un levier financier pour l'entreprise. Maintenant, passons au dernier point qui est le MCP. Donc, je me souviens hier, et comme l'a mentionné Mouad, on avait affaire à manipuler des API REST, etc. Donc, tout ce qui est intégration
applicatif, définition des endpoints, des contrats, documentation. Mais aujourd'hui, avec l'introduction des agents, on a plus affaire à développer et exposer des tools pour les agents, comme ça ils peuvent agir et prendre des décisions. Donc à partir du prompt de l'utilisateur ou de en fait, ce qui a été défini, l'agent il découvre l'intention et il décide quel outil il peut utiliser pour exécuter une action. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'un protocole standardisé, qui est aujourd'hui le MCP. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un MCP. Et l'ambition demain, c'est que chaque entreprise, elle va publier ce qu'on appelle Enterprise MCP Catalog. Je pense qu'on a déjà commencé à parler de ça, ou ce qu'on appelle aussi le MCP Registry. Donc, c'est un catalogue d'outils qui permet en fait de gouverner, réutiliser et sécuriser à l'échelle. Et si on parle qu'un agent, demain, il peut exécuter une action, par exemple, sur votre CRM, application, etc. Ça, c'est un point très important et c'est un point aussi qui est très critique. Donc, il faut faire très attention à ce point-là. Et quand on dit faire attention, c'est principalement gouverner. Donc, sur ce point-là, je donne la parole à Mohamed qui va nous parler plus de la partie sécurité. Donc effectivement, la sécurité reste quand même le nerf de la bataille aujourd'hui par rapport à vis-à-vis de l'usage des agents au sein de systèmes d'information. Mais commençons encore une fois à faire un constat ensemble. C'est jusqu'à présent la plupart des SI et des briques technologiques sont conçus autour d'une idée très simple. L'utilisateur est un humain. Donc tout ce qui est habilitation, droit, accès, interaction avec la machine d'une manière générale et part de ce constat-là. Or, avec l'IA agentique et les agents, à leur tour sont des machines, un bout de code pour être plus précis, une nouvelle catégorie qui se présente aujourd'hui au RSS qui met en revanche en capacité non pas seulement d'appliquer ce qu'on lui demande, mais de raisonner, de prendre des décisions et d'avoir une certaine autonomie. Bien évidemment, on parlait tout à l'heure de toutes les capacités de type Human in the Loop, Human Approval qu'on pourrait avoir à travers les AI Gateway. Et en revanche, en termes de sécurité aujourd'hui, donner des droits aussi simples qu'on faisait avant ne serait plus d'actualité, ne serait pas efficace. Un chatbot, donc à l'époque, il faisait que répondre à des interrogations très simples. Donc c'était tout simplement du conversationnel, si vous voulez. Les RAG, c'était un accès maîtrisé à travers des protocoles maîtrisés, à travers la donnée et les bases de données vectorielles. Aujourd'hui, les agents, ils vont pouvoir réagir à des prompts. Donc, on pourrait imaginer ce qu'on appelait, encore une fois, à l'époque. C'est pourquoi on essaie toujours de dire que c'est une vraie révolution technologique, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vécu tous auparavant. On parlait il y a quelques années, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, de SQL injection. Personne n'en parle aujourd'hui. Maintenant, il faut penser au prompt injection. Le SQL injection, c'était une vraie problématique. Aujourd'hui, on fait toujours attention. Ça fait partie de notre cahier de charge. En revanche, le prompt injection, il faut le rajouter de la même manière. La même vigilance doit être portée là-dessus. Un prompt ou un système tiers peut venir justement juste en amont rajouter un mot à une conversation, peut changer toute la donne, peut changer le résultat même du processus métier et toute la scène de décision dont on parlait tout à l'heure. La data leakage, bon, on va parler de souveraineté juste avant, mais bon, quand on s'abonne à un modèle public de type Microsoft Copilot, derrière c'est du GPT, du Cloud Anthropic, du Gemini, Google, ou voire même des outils qu'on considérait, auxquels on a été confrontés, considérés open source, mais qu'on a repéré qu'il y a quand même des trous un petit peu dans la raquette, et il y a quand même de la data leakage. Ça veut dire même les modèles qu'on peut considérer maîtrisés, à savoir open source, qui sont déployés on-prem, si on ne fait pas un tour ligne par ligne dans le code et on audite ça à travers toutes les équipes sécurité, il y aura quand même du data leakage. Le tool poisoning,
c'est tout simplement les outils MCP dont parlait Ajar, auxquels, au lieu de target une base de données très spécifique auquel on a les droits, on peut justement rajouter ce qu'on appelle un poison autour du MCP server qui va target une autre base de données ou un autre système auquel on n'a pas le droit. Et ensuite, l'excessive agency, c'est tout ce qui est gestion des agents à travers l'usage intensif des agents. Comment contrôler l'usage, la maîtrise de coût dont parlait Ajar. Toute action opérée dans la chaîne agentique aujourd'hui à travers l'IA Gateway, c'est des dollars devant, c'est des euros à côté. Donc il faut faire très attention à l'usage, la nature de l'usage excessif au-delà effectivement des métaux. Et enfin, ce qu'on appelle les actions non autorisées. C'est toujours en relation également avec les MCP serveurs et les agents, accéder à des outils dont ils n'ont pas le droit. Et ceci, en ayant une maîtrise faible et une gouvernance non maîtrisée là-dessus, va d'une manière systémique aboutir à des agents effectivement qui vont opérer des actions qui sont totalement interdites là-dessus. Comment ces features devraient être implémentées? C'est des choses qu'on a déjà mis en place autour des produits API. Le simple changement de paradigme, le simple d'angle de vision en disant que les agents, les MCP serveurs, toutes les briques nouvelles technologies qu'on adopte au sein de la chaîne de décision agentique sont des produits et qui sont exposés à travers une AI Gateway d'une manière un peu systémique. On rajoutait bien évidemment les patterns qu'on vient d'évoquer. Déjà, toute la liste qu'on a déjà entamée avec les produits API qui sont le Airbag, Policy Enforcement, Human Approval, c'est une nouveauté quand même. On ne connaissait pas cette partie-là avec les API. L'audit, la traçabilité, l'observabilité d'une manière générale et le data filtering, le routage dont parlait Ajar, tout cela va être adopté un petit peu d'une manière systémique. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que le job est fait. Il y a encore les choses qu'on vient d'évoquer juste avant à garantir à travers ce que nos plateformes APIM aujourd'hui mettent à disposition à travers les nouvelles features qu'ils nous présentent. On parlait d'un deuxième point juste après, une fois tout cela est sécurisé, donc en termes d'accès, en termes de contrôle là-dessus, Ajar parlait de souveraineté, mais souveraineté dans le sens avoir un modèle et un agent qui opère sur le territoire de la CNIL, à savoir la France et DORA européen, donc tout ce qui est en rapport avec la conformité nationale et la conformité européenne. Et ensuite, on a l'IA Act. Bon. Et l'IA Act qui est beaucoup plus global, mais qui rajoute un certain nombre de règles. Mais pour nous, lorsqu'on parle de souveraineté, les discussions ne se limitent pas uniquement justement au modèle, ne sont pas rattachées d'une manière systémique à la localisation de ces outils-là. C'est évidemment une question importante et légitime. En revanche, ce n'est pas le sujet. En réalité, la vraie question est toujours la maîtrise, le contrôle de la prise de décision, le contrôle des accès et le contrôle de l'exécution des actions par la suite. Toutes les briques constituant la chaîne AI agentique à travers l'AI Gateway doivent être contrôlées. C'est ce qu'on appelle, nous, une vraie souveraineté. La souveraineté, encore une fois, elle ne se limite pas à notre sens, parce que si on fait le tour du marché aujourd'hui, sur l'ensemble des modèles à disposition, on a des promesses, effectivement, que les agents ils sont déployés localement. En revanche, une fois l'éditeur est sous le contrôle de l'IA Act, on pourrait avoir une intrusion en dehors du territoire français, en dehors du territoire européen, pour avoir un accès très intrusif à nos données. Donc la maîtrise des données, la maîtrise des accès, la maîtrise des actions et la maîtrise des décisions, la maîtrise de l'ensemble des briques de la chaîne agentique. Pourquoi la décision a été prise, pourquoi tel agent a exécuté telle action, tous ces éléments-là devraient être tracés, pouvoir être audités et logués dans le fameux journaux qu'on pourrait avoir dans toutes les plateformes AI Gateway aujourd'hui.
maintenant, pour conclure tout cela, on a parlé énormément de gouvernance, on a parlé énormément de sécurité, d'observabilité, de souveraineté, mais il ne faut pas oublier non plus l'industrialisation. Donc il y a effectivement poser le cadre, poser les règles, poser les normes, poser les éléments, les piliers constituants de la gouvernance de l'IA agentique de demain. Mais on doit partir sur une industrialisation de ces éléments-là. Et ceci est partagé aujourd'hui à travers ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire 5 piliers, 5 idées très simples. La première, c'est centraliser les accès, toujours à travers l'AI Gateway, pour avoir des idées claires là-dessus. Gouverner les MCP serveurs, comme nous gouvernons déjà nos produits API au sein des plateformes APIM. Troisièmement, savoir quelles données peuvent être utilisées et interprétées par quel agent. Et puis, quatrièmement, mettre en place de la visibilité de bout en bout, la traçabilité, qui utilise quoi, combien cela coûte lors de passage à l'échelle pour maîtriser un petit peu les coûts à travers toute la chaîne de décision. Et enfin, construire la gouvernance avant de construire les agents. Au final, le sujet aujourd'hui n'est pas vraiment l'IA dans le sens technologique de terme. Le sujet, c'est la capacité de l'entreprise à garder le contrôle sur l'ensemble des briques technologiques qui sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le constat qu'on peut partager tous, qui sont éparpillés au sein de l'entreprise. On peut avoir du GPT par là, du Gemini par-ci, parce qu'il y a une équipe qui travaille sur GCP, l'autre elle est sur Azure, vous avez l'autre qui n'a fait pas confiance au cloud provider, donc il fait on-prem. Donc il y a plusieurs initiatives, mais une chose est claire, c'est que l'accès à la technologie devient de plus en plus simple. Il est de plus en plus simple. On a du mal, nous, encore, à voir comment ces initiatives se créent à travers ce mécanisme ultra siloté, sans passer par les plateformes d'intégration, sans passer par les normes des architectes d'entreprise et en termes de gouvernance, en termes de sécurité, en termes de souveraineté, et ensuite la partie RSS. Donc aujourd'hui, les initiatives IA bypassent l'ensemble du cadre de gouvernance. On s'intéresse uniquement à la technologie. Or, le sujet, c'est la capacité demain à l'entreprise de maîtriser de bout en bout toutes les briques technologiques. Merci.